à voter. Je vais quand même rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Una Corsica sociale, equalità, ma una Corsa, Corsa. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Contraste, émission réalisée en partenariat avec RCFM et Corse Matin. L'intensification des actes criminels que connaît la Corse depuis le début de cette année ne lasse pas d'interroger à la fois sur la dérive de cette société, sur le rôle du politique de façon générale. État, élus, partis, aucun ne semble avoir prise sur la spirale mortifère. Alors certes, ce n'est pas la première fois que l'île connaît une période troublée. Le demi-siècle écoulé en témoigne et comme d'habitude, lors de crise, on se retourne vers ceux qui disposent ou dont on pense qu'ils disposent encore d'une parcelle de pouvoir afin d'enrayer ces phénomène. Et les élus locaux, au plus proche du terrain, pour peu qu'ils s'intéressent aux problèmes généraux au-delà des limites de leur commune, sont aussi sollicités. Et c'est l'un de ces élus, maire depuis 18 ans, qui a eu des responsabilités territoriales et désormais nationales au sein du parti Renaissance, qui est l'invité de ce nouveau numéro de Contraste. Jean-Charles Orsucci, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur ce plateau. Alors avec Patrick Vinciguer et Dilomo Padovani, nous vous interrogerons durant 1 heure sur les problématiques évoquées, mais aussi sur le choix de développement pour l'île, le processus politique et la situation nationale. Autant de thèmes en lien étroit avec ce climat délétère, sans oublier bien sûr votre ville de Bonifacio. Alors pour entamer notre débat, une fois n'est pas coutume, évoquant la politique nationale, je voudrais vous demander quelle est votre analyse de la situation, comment est-ce que vous la résumeriez? C'est une question difficile. Il m'est arrivé d'être devant vous, parce que vous avez rappelé que ça fait 17 ans que je suis maire et que j'ai sûrement fait ma première émission devant vous, Jean Vitus. Il y a 17 ans, c'était plus simple. Il y avait la gauche, il y avait la droite, on était dans un camp, dans l'autre. Aujourd'hui, je me pose souvent la question d'ailleurs, parce que j'ai participé participé modestement à l'avènement du macronisme, en pensant que ça pouvait résoudre des problèmes. Alors je pense que ça en a résolu certains, mais honnêtement, j'avais pas réfléchi peut-être à une chose, c'est qu'en créant un bloc central, l'alternative, c'était souvent, et j'ai bien peur qu'on soit là-dedans, l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et on en prend le chemin. Et aujourd'hui, et y compris au sein de ce bloc central, j'étais hier soir avec Gabriel Attal et Elisabeth Borne au sein d'un bureau exécutif de Renaissance, et je vois bien les difficultés. Avec aujourd'hui un bloc central dans lequel il y a LR, avec lesquels j'ai de vraies divergences, dans lequel il n'y a pas, je dirais, le pendant, le Parti socialiste, que j'aurais voulu être à nos côtés. Eh bien, tout ça, c'est très compliqué à vous dire ce que j'en pense. Je pense tout simplement qu'en tout cas, si je vais à la finalité, je ferai tout, à titre personnel, pour échapper à un second tour LFI Rassemblement National. Dans quelles conditions c'est bien là la question. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui était déjà pas bien engagé en 2022, est terminé? Ben, vous savez, déjà, moi, je pense, et pas seulement pour le quinquennat, j'avais vécu ça, y compris à la mairie de Bonifacio, lorsque le chef n'est plus en situation de pouvoir se représenter, ça crée souvent du désordre. Je vous le dis comme je le pense, ça crée du désordre, parce que le chef perd son autorité. En réalité, dès le soir de son élection au second tour, il avait perdu son autorité sur le parti, Édouard Philippe, Gabriel Attal et tant d'autres. Et ça, c'est un vrai problème que l'on a créé avec ce quinquennat renouvelable une seule fois. D'ailleurs, j'arrive pas trop à comprendre. Demain, nos amis allemands ont bien eu Angela Merkel, qui avait été bonne, et ils l'ont gardée 15 ans, 20 ans. Si les gens sont contents, si le travail est bien fait, pourquoi se séparer? Je trouve que c'est un petit peu absurde. Aux États-Unis, c'est comme ça. Mais je pense des fois, c'est même bien. Alors, il y a le débat, vous voyez. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Il y a le non-renouvellement du mandat, mais il y a aussi, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, cette décision prise par Emmanuel Macron, le soir des élections européennes, de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça a été sa pire décision, selon vous? Beaucoup parlent de choix funeste. Alors... Moi, le soir, quand Viastel m'a posé la question, j'ai dit que c'était un peu normal parce que c'était une vraie gifle que recevait... Avec le recul. Avec le recul, alors j'aurais eu tendance à vous dire que ça a créé plus de soucis que ça n'a résolu de problème, même si, je vais l'évoquer quelques fois, j'avais la chance de recevoir Frédéric Salabarou, qui a été quand même secrétaire général de l'Élysée, un membre éminent qui est toujours à LR, d'ailleurs je crois, en tout cas il s'en revendique. Gendre de Jacques Chirac. Gendre de Jacques Chirac, qui lui disait que malgré tout, ça a
peut-être amener le président de la République à véritablement retourner dans les missions qui doivent être les siennes. Et le peuple s'est exprimé, on ne peut jamais regretter que le peuple s'exprime, et le peuple a fait le choix de ce bloc central, avec ces difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? On ne peut pas dire que ça a clarifié les choses, parce que c'était l'objectif au départ de la dissolution. Vous voyez, je ne voudrais pas partir dans tous les sens dans l'explication, mais souvent on a pensé que c'était le mode de scrutin, majoritaire, proportionnel, on y reviendra peut-être. En réalité, je pense que c'est un choix des Français. Et d'ailleurs, Patrick, si je peux me permettre, ce qu'on croit souvent être un problème d'ailleurs, soit corse, soit français, je pense qu'aujourd'hui, cette construction du monde, avec une extrême droite et une extrême gauche très forte, c'est une construction du monde. Et je vous avoue que quand Jean Vitus me pose la question des perspectives politiques, j'y vois plus d'inconnus que j'ai plus d'inquiétude et de questionnement que de certitude quand je dois vous répondre ce soir. Cette polarisation, on la retrouve dans beaucoup d'autres pays, à travers le monde. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette polarisation? Vous le disiez, la création d'un bloc central a fait qu'il y a eu une polarisation terrible en France. Comment est-ce qu'on lutte contre ce phénomène? Mais on lutte difficilement, parce que comme vous le dites et comme je vous le fais remarquer, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, en Pologne, c'est aussi... Est-ce que c'est pas la page qui est en train de s'écrire, tout simplement? Tous les anti-européens, tous les nationalismes exacerbés et un nationalisme qui exclut, pas un nationalisme qui s'ouvre aux autres, c'est bien sûr le défi du monde actuel. Et c'est vrai que je ne sais pas comment on en sort. Je ne vous cache pas, quand je regarde ce qui s'est passé à LR, quand je regarde ce qui se passe au Parti socialiste, je vois bien qu'en réalité, ce sont ces forces-là qui sont en train de s'imposer. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui ressemble, alors je ne suis pas un fin historien, je vais rester modeste sur le sujet, mais de ce que j'entends et de ce que j'ai pu lire, ça ressemble plutôt à l'Europe des années 30, au monde des années 30. Et on sait ce que ça a amené derrière. Donc forcément, je suis inquiet. Moi qui suis depuis peu grand-père, je ne vous cache pas que pour mon petit-fils, je me pose des questions et je suis inquiet. Mais... aujourd'hui, il y a une évolution des rapports de force au sein du bloc central, comme vous dites, avec l'élection à la tête de LR de Bruno Retailleau. Alors évidemment, ils se sont poussés des ailes, et voilà, présidentielle en ligne de mire, et puis il durcit les positions. Mais est-ce que cet attelage gouvernemental, est-ce qu'il peut tenir longtemps encore? Là, les différences s'accentuent fortement. Je vous fais sourire, Jean Vitus. Je suis intervenu qu'une seule fois hier soir au bureau exécutif, c'était pour annoncer ma présence sur votre plateau ce soir. Et en demandant un peu le sentiment au parti vis-à-vis de nos partenaires et de la façon d'appréhender les choses. Bon, très clairement, quand j'ai échangé avec Gabriel Attal, aujourd'hui, Bruno Retailleau qui se fait élire sur une frontale face à la construction européenne, une frontale face aux évolutions sociétales, une frontale avec le zéro immigration. Bon, ce sont des thématiques dans lesquelles, moi, issu du Parti socialiste, social-démocrate, je ne me reconnais pas du tout. C'est vrai que ça ne peut m'amener qu'à un certain questionnement. Je sens bien en plus que l'excuse de la proportionnelle ou demain du sujet corse, on sent un ministre qui est en train de construire une ambition présidentielle et de choisir le bon moment. De préparer son départ, voilà, il est en train de préparer son départ et le bon moment pour pouvoir exister politiquement. Bon, tout ça, ça ne nous amène pas à la sérénité. Quand j'observe ce qui se passe chez mes ex-camarades du Parti socialiste, et j'aurais plutôt, évidemment, moi qui suis un ami de Karim Bouamran, et au-delà des raisons d'amitié, j'aime bien Carole Delga, je me reconnais, alors il n'est plus au Parti socialiste, dans celui de Cazeneuve, etc. Moi j'appartiens à cette idée que défend Stéphane Le Foll, voilà, d'un Parti socialiste qui reprend pleinement sa position dans une vision qui correspond à la mienne, qui n'est pas communautariste, qui n'est pas contre l'économie de marché. Bon, j'observe qu'au sein de ce parti, vraisemblablement, ils vont être minoritaires, encore une fois, avec des gens qui prônent l'union avec la France insoumise. Ce qui, pour moi, mais est au gouvernement, aujourd'hui, ça peut durer longtemps ou alors on va vers une autre dissolution? Écoutez, alors, vous savez, il faut se dire les choses. J'en parle souvent avec des gens qui connaissent un peu le sujet. Macron, d'ailleurs, on va se le dire, il a touché du doigt. Celui qui est à l'origine de la dissolution, il en supporte souvent les conséquences. Donc vous allez voir que c'est peut-être pas aussi automatique que la dissolution arrive en septembre, en octobre. Parce que celui qui va la provoquer, est-ce qu'aujourd'hui le Rassemblement national a intérêt à provoquer une dissolution? Est-ce que Emmanuel Macron a intérêt? Donc,
je ne vois pas trop qui a intérêt à la provoquer. Mais comment on sort du blocage? Vous savez comment on en sort? C'est qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses aussi, Jean Vitus, c'est que d'après mes informations, on ne peut pas dire qu'il y ait une production législative très intéressante. C'est-à-dire qu'on est plutôt aujourd'hui dans une espèce de forme d'attente de la future élection présidentielle. Mais il y aura à la rentrée l'obstacle du budget, ça on est obligé d'y passer. Voilà, alors, et c'est peut-être là-dessus que se fera une nouvelle fois l'élection, avec les conséquences que personne ne maîtrise, je le dis quand même. C'est-à-dire que si on va vers une accentuation, et on peut le craindre au moment où on parle, le gouvernement je ne vois peut pas chuter, un marée de renaissance. Je le souhaite, je militerai pour, mais je ne vois pas un marée de renaissance. Et pourtant... Donc, quelles conséquences politiques derrière? Est-ce que la capacité à trouver un Premier ministre qui est capable d'avancer, là, on est un peu dans le flou. Et je vais vous dire, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais bon, on n'est pas très serein face à cela. Et pourtant, il y a encore peu de temps, on s'attendait à une nouvelle dissolution, ne serait-ce qu'au mois de juillet, au moment où justement il était possible de renouveler encore une fois l'Assemblée nationale. Il y a quand même, on prédisait finalement une fin rapide du gouvernement Bayrou. On n'est pas là-dedans non plus aujourd'hui. Il y a plus de... Il étonne parfois par une capacité finalement à encaisser les coups. Hier soir, nous avions le débat au sein du parti, au sein du bureau exécutif, sur la proportionnelle. Là aussi, c'est des fois toujours un peu surprenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, François Bayrou, il est en train plutôt de réfléchir sur cette ambition-là en s'appuyant sur le Rassemblement national ou sur la gauche, c'est-à-dire sur des gens qui ne sont pas dans son bloc central. C'est au sein de son bloc où on a une frontale, on a Horizon qui dit clairement pas question, LR qui dit pas question. Et à Renaissance, je ne vous cache pas, a priori, c'est presque du moite-moite. Il va falloir trancher la question. Donc on voit bien que c'est compliqué pour lui. Et d'imaginer un avenir aujourd'hui sur le long terme dans cette situation-là, ça paraît difficile. LR va claquer la porte, on ressent, en tout cas on peut s'en inquiéter. Et c'est vrai que moi, alors je vais vous décrire la situation qui me va le mieux. C'est que si demain LR s'en va et que le Parti socialiste était en capacité de tendre la main, je pense... il ne l'est pas. Mais a priori, 2 ans des présidentielles. Je ne crois pas qu'on prenne le chemin. Justement, sur les présidentielles, alors vous êtes membre du bureau exécutif du Parti Renaissance, vous êtes un soutien affiché de Gabriel Attal. C'est votre candidat pour la présidentielle ? Alors, au moment où je vous parle, très clairement, oui. Moi, je me revendique, entre guillemets, d'une double légitimité aujourd'hui, celle du président de la République auquel je suis resté loyal. Mais bon, évidemment, maintenant, il faut penser à l'après. Moi, je me suis engagé derrière Gabriel Attal. Je pense qu'il a toutes les qualités pour être ce candidat-là. Mais j'y reviens, Jean Vitus, mais je vais aller au bout de... C'est très important, ce que je vais dire. Après, la vie politique, elle est faite de convictions et les miennes, aujourd'hui, elles ne sont pas à travers l'engagement derrière un homme. Même si Michel Rocard a souvent été pour moi plus à travers les idées qu'il a représentées un modèle, mais aujourd'hui, mon objectif dans mon engagement politique, c'est de faire en sorte que la France insoumise et le Rassemblement national n'arrivent pas aux responsabilités. C'est ça mon objectif premier. Et donc, il faudra avoir un candidat du bloc central qui soit en capacité d'être au second tour. Je vous le dis. Un unique candidat donc de ce bloc central. Là, il faudra choisir entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, voire LR, Bruno Retailleau, etc. Si on ne veut pas prendre de risque de se voir exclu du second tour de l'élection présidentielle, je pense qu'il va falloir que ces gens-là fassent preuve de responsabilité. Je pense à Bayrou, je pense à Édouard Philippe, je pense à Gabriel Attal, pour qu'on ait un candidat du bloc central capable d'être au second tour pour battre la France insoumise, ou plus fortement, il a la probabilité la plus importante au moment où nous parlons, c'est de battre le Rassemblement national, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Vous êtes un déçu du macronisme ? Pas du tout, Jean Vitus. Je vous le dis, et pas par là encore. Il n'a pas créé une situation politique. Alors, si ce n'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, en tout cas, si ce bloc central était très large et très fort, je vous dirais, on aurait tout réussi. Je continue à dire que ça a été en tout cas un moyen d'échapper à l'arrivée du Rassemblement national ou d'une droite très dure aux responsabilités. Est-ce qu'il a réussi dans tous les domaines ? Non. Je pense qu'il faut être capable de faire de l'autocritique. Est-ce qu'on a réussi dans certains domaines et on a apporté des avancées significatives ? Oui, on pourrait avoir un long débat ce soir. Je ne sais pas si c'est le moment de le faire, mais en termes économiques, sur le chômage, sur la réindustrialisation de la France, on a un mouvement qui commence à s'inscrire dans la durée et qui est inverse.
sur, et je ne vais pas revenir sur le dédoublement des classes dans l'OCP, etc. Bon, toutes les mesures de gauche, je pourrais vous parler, parce que je sais que c'est souvent là-dessus que vous me taquinez, mais je pense que des avancées ont été faites. Mais il y a aujourd'hui une crispation mondiale sur des questions d'identité, sur des questions de sécurité, sur lesquelles aujourd'hui les résultats sont souvent jugés insuffisants par les Français. Après, vous savez, moi j'ai un adage là-dessus, hein, un peu comme en Corse d'ailleurs, hein, c'est qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais que peut-être il faudrait regarder et qu'aujourd'hui le pays où il fait le mieux vivre dans le monde quand même, c'est la France et c'est la Corse. J'en suis aujourd'hui en tout cas profondément convaincu. Et je pourrais vous expliquer pourquoi si vous le souhaitez. Vous vous intéressez beaucoup au Parti Socialiste, vu que vous suiviez le congrès à venir. Une tendance, un PS, tendance Raphaël Glucksmann, avec un candidat comme Glucksmann au présidentiel, ça pourrait vous convenir? En tout cas, si demain, le discours de Raphaël Glucksmann ne me heurte pas, c'est évident. Je répète, celui de Delgado, de Boismran, de Cazeneuve et de Le Foll, bien sûr, il y a toute cette... de Meyer, le maire de Rouen aussi, ça ne me choque pas. Les différences, il y a plus de différences entre moi et Bruno Retailleau qu'entre moi et Raphaël Glucksmann, si je suis clair. Mais aujourd'hui, j'appartiens à un parti qui s'appelle Renaissance, qui a deux jambes, qui existe encore au moment où nous parlons, avec à sa tête quelqu'un qui survivra à Macron. Je ne sais pas, Jean Vitus, mais vous savez, j'étais de ceux qui pensaient qu'on allait peut-être revenir rapidement à un bloc droite-gauche. La réalité, c'est que cette répartition tripartite du pays me semble être bien ancrée. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, comment on réussit à faire en sorte que Gabriel Attal soit au second tour de la présidentielle. Ça, c'est mon souci du moment. Mais mon souci du moment, ce sera surtout d'éviter, je le répète, Mélenchon, Le Pen, c'est ça mon vrai souci. Au-delà de Gabriel Attal, comment fait-on pour faire vivre les idées de gauche encore aujourd'hui? Finalement, pris en tenaille entre Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national, un bloc centriste qui aujourd'hui s'est affirmé plutôt sur une tendance à droite. Comment fait-on pour continuer à faire vivre les idées de gauche? On voit bien le PS est en très grande difficulté. Pas de solution. Comment on fait? On continue à penser que la société ne doit pas être une société dans laquelle il y a des gens qui restent sur le bord de la route. C'est-à-dire des gens qui ont un pouvoir d'achat très faible, des gens qui n'ont pas d'emploi, des gens qui, aujourd'hui, l'ascenseur, on l'évoquait encore avec cette conférence avec Salah Barou, où les inégalités salariales continuent à être très fortes, où des gens échappent à l'impôt alors qu'ils sont très fortunés. Le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr lorsqu'on est... quand on est défavorisé à la naissance, on n'est pas sûr de pouvoir attraper l'ascenseur social pour pouvoir réussir alors qu'on en a les moyens intellectuels, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver face à des difficultés. Il faut que l'école retrouve sa place pleine et entière. Il faut que la sécurité, on est de gauche quand on est sûr que ce sont les gens les plus faibles dans les quartiers les plus défavorisés qui sont pas agressés, on est de gauche quand on sait remettre la place du religieux à sa bonne place dans la construction de la République. On est de gauche quand les valeurs de la République, d'égalité, de fraternité, sont en œuvre. Et c'est là où on considère que l'impôt, ça doit fonctionner et ça marche. Où on arrive à sauver le système de sécurité sociale, le système de sécurité. Mais on est des gens de gauche responsables. Quand on se dit qu'aujourd'hui, on a la chance de mourir à 80 ou 82 ans et que le système de retraite qui a été pensé dans les années 50, quand on avait le malheur de partir à 60 ans, ne peut plus exister. Quand la France observe qu'autour d'elle, aujourd'hui, on est à 67 ans, voire certains pays pensent à aller à une retraite à 70 ans, et il faut arrêter de dire aux gens en France qu'on va aller vers une retraite à 62 ans. C'est tout, c'est être une gauche responsable. Et c'est ça, je pense, qui est l'avenir de ce pays. Alors, venons-en à la Corse et à ce processus politique qui n'en finit pas de durer, même si on avance pas la semaine passée, la commission des lois a donc adopté le rapport de la mission parlementaire, mais on sent bien quand même que sur le fond, il y a un abîme entre les progressistes d'un côté, et puis la droite et l'extrême droite de l'autre, et les progressistes eux-mêmes sont assez partagés sur le sujet. Alors, très franchement, sans langue de bois, est-ce que vous croyez qu'il faille vraiment s'entêter sur un projet qui, visiblement, ne répondra pas aux attentes des uns et des autres? Ça va faire plus de déçus que de satisfaits de tous les côtés.
Jean Vitus, moi je suis autonomiste depuis l'âge de 15 ans. J'en ai 53 aujourd'hui. Je n'entends pas changer d'avis parce que tout simplement, même si, je le disais là aussi vendredi, l'autonomiste que j'étais à 18 ans, il a un peu changé quand même. Hein. Je ne vous cache pas que, notamment les 10 dernières années, et au-delà d'ailleurs, je ne vais pas focaliser sur la majorité territoriale, mon expérience de 18 ans de maire, d'avoir vu fonctionner les institutions, m'a fait un peu changer d'avis sur un certain nombre de choses. Maintenant, je continue à penser qu'il faut donner du pouvoir au local. Il faut donner du pouvoir au local, notamment à la région et aux communes, tout en ayant bien sûr un État très fort dans ses missions régaliennes, renforcé dans ses missions régaliennes, plus on donne de pouvoir, mais je pense qu'il faut continuer. Vous dire que ça a mis trop de temps, vous dire qu'il y a eu des erreurs faites en Corse par la majorité territoriale de 2015 et celle qui a poursuivi aujourd'hui, qu'il y a eu des erreurs du côté du gouvernement, y compris Emmanuel Macron, puisque, moi je vous le dis tranquillement, hein, en 2016, lorsque je rencontre Emmanuel Macron pour la première fois, ma mission, elle est très simple, c'est d'établir le lien avec Gilles Siméone, d'avancer sur l'autonomie. Il faut reconnaître que le début du mandat d'Emmanuel Macron n'a pas été le début d'un mandat très girondin. Je le dis, et c'est pas faute d'avoir, moi, essayé en interne. Il a fallu du temps. Aujourd'hui, je le sens profondément déterminé parce que je pense que pour Emmanuel Macron comme pour Gilles Siméone, pour les deux, aujourd'hui, ils sont un petit peu liés, si vous voulez. Je pense que les deux, ce sera leur échec commun ou leur réussite commune. Je le dis comme je le pense. Là aussi, il ne faut pas avoir de langue de bois. Mais plus on s'approche de l'échéance et on voit que les choses... Je milite pour qu'ils réussissent. C'est-à-dire, je milite pour qu'ils réussissent. Oui, mais c'est quoi réussir? Réussite au rabais. Alors, réussite au rabais. Après, on ne peut pas faire le... Malheureusement, les institutions de la République sont ainsi faites, il faut les 3/5. Et la décision du président de la République, là aussi, a des répercussions de juin dernier, est venue fragiliser la capacité à réunir les 3/5. Après, on ne pourra pas reprocher, entre guillemets, ni à Gilles Siméone, ni à Emmanuel Macron, que le Rassemblement national, qui est farouchement opposé à toute évolution, gagne du terrain en France. Et il nous faudra établir encore un rapport de force localement. Je pense que si on avait été un peu meilleur localement, je pense là aussi que le président de l'exécutif aurait dû peut-être faire preuve davantage de pédagogie pour que des gens comme Jean-Jacques Panot ne se retrouvent pas en frontal avec le projet qu'on porte. Je pense qu'on aurait pu être plus fort. En Corse, à porter un projet autour de gens comme Laurent Marcangeli et Jean-Christophe Angelini. Voilà, il y avait capacité à porter un projet plus fort. Les indépendantistes, on n'aurait pas dû laisser Nadione. Je pense que la fracture et le choix de Gilles Siméone n'a pas facilité les choses non plus. Il faut se dire les choses comme on les pense. Donc c'est un peu dommage qu'en Corse, on n'ait pas été plus fort pour convaincre davantage Paris. Le vendredi soir encore, avec un LR pur jus, il y a d'ailleurs la présence de Gilles Giovalange et Gilles Giovalange a dit à Salabarou, il faut nous aider à convaincre à Paris, à convaincre un maximum d'élus LR. C'est vrai que ça... Et socialistes. Et socialistes. Parce que c'est vrai que la dernière sortie, la dernière motion au sein du Parti socialiste que j'ai retrouvée, on a retrouvé... Signé par Jean-Baptiste Louchon, c'est quand même assez... Ouais, là, j'avoue ne pas avoir compris que Jean-Baptiste Louchon s'embarque dans un texte d'inspiration chevènementiste. Il n'y a pas d'autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet qui est sur la table, celui qui est issu du processus de Beauvau, dont les écritures constitutionnelles ont été transmises au Conseil d'État, est-ce que ce projet a des chances d'aboutir en l'état ou est-ce qu'il faudra encore rogner, notamment sur le pouvoir législatif, et qui est un pouvoir essentiel quand on parle d'autonomie? Et dans ce cas-là, est-ce que ce projet aurait encore un sens ? Est-ce que vous pensez sincèrement, vous trois autour de cette table, y compris en 2015 dans l'avancement de ce processus, que la nation française, telle qu'on la connaît, telle qu'elle a été constituée, telle que son histoire s'est faite, vous pensiez sincèrement qu'entre les partis politiques, Parti socialiste, LR, qui en réalité sont des partis jacobins, l'appareil d'État, qui est farouchement opposé à cette vision-là de la construction française. Vous pensiez que ça allait se passer comme une lettre à la poste? Non, on le savait depuis le départ que ça allait être compliqué, on devait convaincre des gens qui ne sont pas du tout sur ce modèle-là. L'énarchie française a été construite sur un modèle qui est à l'opposé de ce qu'on est en train de proposer.
j'observe, et c'est pour ça que je vous dis que vendredi c'était très intéressant, et je vous invite peut-être à inviter Frédéric Salabarou à participer à une émission comme celle-ci. Ça peut être très intéressant parce que lui-même, gaulliste historique, dit que le modèle français s'est épuisé aujourd'hui et qu'il va falloir donner davantage de pouvoir au territoire. Donc c'est peut-être là qu'on a un travail à faire, parce qu'en réalité je pense que c'est la culture française qui n'est pas apte aujourd'hui à entendre cela, et y compris au sein de Renaissance. Je pense que le parti y suivra, parce qu'il y aura par cohésion partisane, mais c'est pas gagné d'avance. Quand vous écoutez certains députés Renaissance, je vous garantis que j'ai compris que ça va pas être là aussi. Mais vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je suis en train de vous dire qu'il va falloir être combatif et qu'aujourd'hui... Convaincre est une chose, se renier en est une autre. Non, mais il ne s'agit pas de se renier. À partir du moment où là, les gens prendront leur distance avec le processus, si à la fin, il n'y a plus rien. Après, je vous donne mon sentiment. L'inscription de la Corse dans la Constitution serait pour moi une avancée significative, et je pense qu'elle offrirait des opportunités réglementaires, législatives et réglementaires qu'il ne faut pas mésestimer. Je dirais que même si on n'obtient que cela, il faut se battre pour l'obtenir. C'est-à-dire que toute la politique des petits pas, pour moi, est une politique qui est toujours intéressante. D'ailleurs, y compris les mouvements indépendantistes disaient cela. Ils disaient, pour nous, c'est une avancée est toujours une avancée. Moi, je sais qu'elle s'arrête à l'autonomie. Et donc, je dirais que si on n'obtient pas exactement ce que l'Assemblée de Corse a arrêté, je ne veux pas dire, ça ne faudra pas forcément dire que c'est un échec total. Il faudra prendre ce qu'on peut arracher. Avec la composition politique nationale telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est malheureux. Je pense que c'était plus facile il y a 4 ou 5 ans, qu'on a perdu du temps, je répète, à Paris et en Corse. Mais maintenant, il faut aller arracher ce qu'on peut arracher. D'accord, mais sur la globalité du projet, puisqu'on a évoqué aussi la loi organique, il y a quand même des choses un peu étonnantes. Cette affaire de métropolisation, on voudrait vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le rapport parlementaire avait la métropolisation d'Ajaccio, il a rajouté celui de Bastia. Est-ce que tout ça vous semble tout à fait cohérent? Parce que demain, peut-être que vous serez amené à diriger la collectivité de Corse, vous allez vous retrouver avec une assemblée de Corse et 2 entités qui auront un certain nombre de pouvoirs. Ça veut dire que l'action de l'assemblée de Corse sera obligatoirement beaucoup moins forte. Alors d'abord, je ne sais pas si j'ai vocation à gérer la collectivité de Corse. La majorité peut changer. Oui, ça tout à fait. Et ce serait ça d'ailleurs. Et c'est important que ça fait partie d'ailleurs des sujets que l'on doit aborder. Quand je vois des fois aujourd'hui, vous m'interrogerez peut-être sur la Chambre de commerce et d'industrie, je ne sais pas, mais bon, des fois je voudrais pas partir d'un jacobinisme parisien à un jacobinisme et un système féodal en Corse. Je le dis quand même. Quand je vous dis que j'ai un peu, ouais, on l'a connu, mais c'est peut-être pas forcément ce qui était. C'est peut-être pas les meilleures années de la Corse, tout simplement. Non, il faut pas se renier, c'est vrai. Vous avez évoqué là une perspective à laquelle moi j'essaie de réfléchir, mais modestement. Je dirais que la métropolisation... c'est Macron qui l'a annoncé dans son discours à l'Assemblée de Corse. À la demande d'un parti important, au Horizon, dans lequel on a très bien compris que le maire d'Ajaccio a pesé fortement pour que ça fasse partie, excusez-moi, du deal. Ben dans ce genre de compromis, pour aller à des majorités élargies, pour porter un projet, on met en avant. Moi, aujourd'hui, je vous cache pas que je suis quand même un peu inquiet. Je demande à avoir des explications sur ce que ça va donner concrètement, parce que si demain, nous avons Ajaccio d'un côté, Bastia de l'autre, allez, 2 territoires peuvent arriver à s'en tirer parce qu'économiquement, ils sont forts, c'est la Balagne et l'extrême sud. C'est vrai que je suis un peu inquiet pour le reste du territoire. Les crédits vont être captés par les deux grandes entités. Non, mais c'est pour ça que ça mérite quand même. Alors, je vous le dis, moi, je suis là aussi un autonomiste pour l'inscription dans la Constitution, mais j'attends de voir quand même ce que ces lois organiques vont comporter. Moi, aujourd'hui, sur l'éducation et la santé, je veux savoir où est-ce qu'on m'amène. Sur la fiscalité, Jean Vitus, aujourd'hui, malgré tout, à la fin, si je veux aller défendre un projet devant les Corses, parce que je pense que les Corses ont quand même vocation à s'exprimer à la fin, je veux être sûr, parce que je voudrais pas que là aussi mes enfants et mes petits-enfants me prennent un coup de pierre parce que je serais parti dans une aventure totalement incontrôlée. Je veux savoir aujourd'hui ce qu'il en est exactement de la fiscalité. Petite parenthèse d'ailleurs, je le dis ici devant vous pour vous montrer que j'essaie d'être dans une vision objective. Le Gérald Darmanin nous avait promis
permis la transparence sur aujourd'hui la situation économique de la Corse dans son rapport avec l'État, sur combien on coûte, combien on rapporte, etc. Bon, ce rapport, on ne l'a jamais eu. Je suis en droit de me poser la question, pourquoi l'État ne nous a jamais donné ces éléments pour que dans notre réflexion, la réflexion soit transparente. Sur la question de la fiscalité, c'est vrai qu'il faut être prudent. Donc, il faut être prudent aussi sur l'urbanisme, mais dans ce que vous dites, on sent que par rapport à l'autonomie, il y a plus de crainte que d'espoir. Non, parce qu'en réalité, le diable se cache dans le détail, et que vous venez d'évoquer un sujet, l'urbanisme. Non, moi je suis pour qu'il y ait un transfert total au profit de la collectivité de Corse concernant les lois, et les Corses choisiront les majorités qui iront détricoter le PADUC s'ils estiment qu'il faut le détricoter, ou pas. Moi j'appartiens à ceux qui ne veulent pas détricoter le PADUC. Mais je dis simplement aujourd'hui que face à un transfert de compétences en matière législative, il faudra donc un contrôle de la légalité qui soit fort pour qu'il n'y ait pas de dérive. Il faudra des contre-pouvoirs au sein de l'institution. On ne peut pas imaginer aujourd'hui. Est-ce que c'est à travers la Chambre des territoires? Est-ce que c'est à travers les intercommunalités que l'on doit renforcer le contre-pouvoir qui doit exister? Parce que je le répète, moi je ne veux pas créer le roi de Corse. Je ne veux pas me retrouver dans un système féodal. Je pense qu'en 1789, j'aurais été un jacobin. J'aurais pas été un girondin. En 2025, je suis un girondin convaincu, je le répète, mais face au transfert de compétences, je pense en plus que quand on regarde ce qui se passe en Méditerranée, même si j'entends souvent nos amis sardes prendre la Corse en modèle, ce qui me fait un petit peu sourire, mais j'observe qu'en Méditerranée, c'est quand même l'autonomie qui prévaut partout, donc il n'y a pas de raison que la Corse n'ait pas cette capacité-là. Les élus de Corse sont des élus qui sont respectables, des élus qui sont capables, mais je pense en tout cas certains d'entre eux, et je pense qu'il faut leur donner davantage de pouvoir. Il y a le centralisme, effectivement, il y a aussi les baronnies locales, et en Corse, on sait ce que c'est. Exactement. Alors, vous ne vous situez pas dans la majorité territoriale, mais vous n'êtes pas non plus un farouche opposant. C'est quoi ce positionnement? Ça vous permet d'avoir un certain nombre d'aides de la part de la collectivité, ou alors vous considérez que finalement le bilan, il n'est pas si catastrophique que ça? Alors, des aides de la collectivité, j'en ai eu en réalité... Pas non plus, on ne peut pas dire que je croule sur les financements. Allez, si j'étais un peu taquin, je vous dirais, j'ai été plus aidé quand j'étais avec Paul Jacob qu'avec Gilles Siméon. C'est un peu logique, ça. On est d'accord. Mais pour être totalement transparent, en tout cas, Gilles Siméon ne s'est pas comporté comme d'autres présidents de conseils généraux qui m'ont puni un jour en me disant « Vous êtes de gauche, monsieur Orsouch, nous sommes de droite, vous n'aurez plus rien ». Gilles Siméon ne s'est pas comporté comme ça avec la commune de Bonifacio. Si je disais ça, je serais un menteur. Je dis simplement, j'observe. C'est vrai, Jean Vitus, que lorsque j'étais président de groupe Anda Perduman à l'Assemblée territoriale, le positionnement d'Anda Perduman à l'Assemblée territoriale était très en deçà de ce que j'observe aujourd'hui à travers le positionnement des groupes de droite, de Corinne Front, de Nation ou du PNC. J'aurais aimé d'ailleurs que Gilles Siméon, j'espère que Gilles Siméon s'en rend compte assez souvent. On ne peut pas dire qu'il m'ait notamment rendu l'ascenseur. Je pense notamment aux dernières élections européennes. Je pense que quand on regarde les positions qui ont été les miennes depuis toujours, depuis que j'ai 18 ans, je pense que le président de l'exécutif, quand le Rassemblement national peut faire un score important dans l'île et qu'il a la chance d'avoir quelqu'un comme moi sur une liste, sur un courant démocratique, j'aurais attendu de Gilles Siméon qu'au-delà de quelqu'un qui a été courageux, que je veux citer ici, Guy Armanet, par exemple, qui a été lui courageux et qui m'a donné ce coup de main-là, j'aurais attendu que Gilles Siméon en fasse de même. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malgré tout, Jean Vitus, au-delà de... selon vous ? Au-delà. Pourquoi, selon moi ? Parce que je pense que Gilles Siméon, il est souvent dans l'hésitation et dans tous les domaines, et que je pense que l'idée d'apporter un soutien, comme a eu le courage de le faire Jean-Christophe Angelini, c'était pas facile, hein, il y a des coups à prendre, c'est vrai, mais in fine, l'histoire montre quand même qu'à force de se cacher, on perd quand même. Hein, je vous refais pas l'historique. Quel poids aurait eu ce soutien à cette élection précisément, alors, d'un point de vue symbolique? Eh bien, alors, d'abord, je pense qu'il en aurait eu. La preuve, quand Gilles Siméon demande à l'ensemble de ses lieutenants de s'engager fortement, on peut voir dans les territoires et dans les communes que ça peut apporter. Ça n'aurait rien changé au niveau national, on est d'accord. Non, même au niveau corse, je parle du scrutin européen. Au niveau corse, ça Marine Le Pen a fait de mémoire, Jordan Bardella a fait de mémoire plus de 40%. Hein. Ben, il a de la chance, Gilles Siméon, c'est que je ne suis ni rancunier et que je mets l'intérêt supérieur de la
la Corse au-dessus de tout. Parce que sinon, c'est vrai qu'au regard de la situation qui est la mienne aujourd'hui, j'aurais pu aller de façon frontale ou en sous-main contre le processus, j'aurais pu jouer cette carte-là. C'est pas du tout mon état d'esprit. Et pour aller plus loin dans la réponse à Jean Vitus, j'essaye et j'ai la chance d'avoir localement à Bonifacio construit une capacité financière localement sans avoir besoin de faire allégeance à quiconque. Donc ce n'est pas pour les raisons que vous avez évoquées. À l'inverse, j'estime que aujourd'hui, quand Gilles Simeone, et j'aurai peut-être l'occasion de le faire avec vous, fait mal les choses, je l'ai dit, et je l'ai dit sur ce plateau, il m'est arrivé de le dire de façon très claire. Et à la fois, quand il prend de bonnes décisions, eh ben, je vais être le premier à l'encourager et à aller dans ce sens. Alors, on va entrer dans une longue période électorale à partir de l'année prochaine. Alors, les territoriales, elles sont un peu loin, mais vont finir par arriver. Alors, vous êtes vice-président de la communauté des communes de l'extrême sud, proche de Jean-Christophe Angelini, on peut dire des choses comme ça. Est-ce que la constitution d'une démarche commune en 2028, sans entrer dans les détails aujourd'hui, premier, deuxième ou troisième tour, est en bonne voie? Alors vous avez commencé par la fin, moi je vais reprendre. Jean Vitus, ce soir, on peut faire, alors si vous voulez, on passe notre temps à faire de la politique fiction. Quel moment et tout. Politique d'anticipation. Alors non, tout simplement, remettons les choses. Et là encore, je vais souvent maintenant parler comme un vieil élu avec un peu d'expérience. J'ai bien compris, moi vous savez, j'ai rêvé pendant longtemps, mais mes amis politiques pourraient vous le dire, de préparer les choses, c'est-à-dire ce que vous avez imaginé, de le construire avec les partis, dans des discussions bilatérales, etc. Bon, Jean Vitus, soyons très clairs. J'ai été candidat avec Paul Jacob une fois. J'ai été ensuite 3 fois tête de liste aux élections territoriales. Bon, l'élection territoriale, on parlera du premier, du deuxième et du troisième tour le soir du premier tour, si vous voulez bien, parce que j'ai bien compris que c'est comme ça. Mais est-ce que la démarche est envisageable? J'ai bien compris que c'est comme ça que cela marche. Et d'ailleurs, je vais reprendre dans l'ordre. D'abord, il va y avoir des élections municipales encore. C'est vrai. Est-ce que l'on peut penser que les élections municipales jouent un rôle, ils peuvent avoir un rôle pour l'avenir? Je vais m'aventurer devant vous, vous allez me dire si je me trompe. Est-ce que l'élection municipale de Bastia en 2014 a joué un rôle, selon vous, important sur la suite des événements? Selon moi, la construction, les accords qui s'y sont passés, voilà, Patrick a résumé, il a dit essentiel. Donc, il y a des élections municipales dans un an. Ça, c'est une première chose. Il y aura des élections sénatoriales. Alors là, je ne suis pas sûr qu'elles jouent un rôle considérable dans ce qui va se passer. En revanche, il va y avoir ensuite une élection présidentielle. Je pense que si demain Marine Le Pen ou Jordan Bardella est président de la République, la donne politique, y compris en Corse, va être considérablement différente. J'en veux pour preuve et j'apporte des éléments. Quand je regarde les élections législatives et les résultats des candidats RN aux législatives en Corse, est-ce qu'on peut penser que le Rassemblement national, avec une victoire de Marine Le Pen, la dynamique qui est la sienne aujourd'hui, n'aura pas la capacité à faire une liste qui va compter dans l'élection territoriale? Moi, je pense l'inverse. Moi, je vais vous dire, je vais revenir à l'élection locale. Une chose est sûre, je ferai tout pour que le Rassemblement national et les indépendantistes n'accèdent pas aux responsabilités, et la France insoumise par la même. J'appartiens au bloc central. Moi, aujourd'hui, je ne m'inscrirai pas, et ça vient un peu en résonance avec la première de vos remarques tout à l'heure, je ne m'inscrirai pas dans le tout sauf Simeone. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt supérieur de la Corse. Il peut y avoir une démarche avec le bloc central corse. Je vais être encore plus précis. Moi, il y a une partie de la droite insulaire avec laquelle je n'ai pas envie de travailler et avec laquelle je n'ai pas envie de pactiser. Je ne vais pas donner de nom ici ce soir, c'est pas la peine. Vous avez qu'à regarder les élections législatives, les dernières élections législatives et les communes auxquelles je pourrais faire allusion. Moi, il y a des gens... LR, pour être clair, c'est LR. Non, mais pas tous. Il n'y a pas tous les LR. Il n'y a pas tous LR et pas tout Horizon. Mais moi, aujourd'hui, j'estime qu'il y a une droite en Corse qui, demain, est capable de pactiser. Comme elle l'a fait par le passé, Jean Vitus. Vous connaissez mieux l'histoire politique corse que je ne la connais. Vous parlez du député Cecoli. Je ne parle pas forcément de Cecoli. Je vais rester dans ma circonscription. Je regarde les communes. Je sais voir quand un maire LR a fait campagne pour Paul-André Colombagne et quand il n'a pas fait campagne pour Paul-André Colombagne. Avec ces LR-là, je respecte les électeurs qui votent Rassemblement National ou LR, je respecte les élus LR et Rassemblement National, mais je ne peux pas m'unir à eux pour constituer une alternance à Gilles
Simeone au territorial. Donc je vous le dis, de la politique fiction, je ne souhaite pas en faire. Il y a des lignes rouges, des lignes de fracture dans lesquelles je ne m'inscrirai pas. Je répète, moi j'entends rester un autonomiste, social-démocrate, et je ne partirai pas, je répète, dans une aventure simplement pour faire perdre Gilles Simeone parce que j'estime que son bilan n'est pas bon. Alors, et le soir du premier tour, si je venais à être candidat au territorial, ce qui n'est pas encore acté du tout, eh bien on prendra la décision qui s'impose. Alors, dernière question politique, après on passe à la deuxième partie de l'émission. Il y aura les municipales avant les territoriales. Bon, je vous pose la question, elle est banale. Vous êtes candidat à la reconduction à la tête de la mairie. Je suis à 3 mandats, Jean Vitus, et sincèrement, je vous le dis, je peux vous regarder dans les yeux, je prendrai ma décision, on va dire en septembre. J'entends de prendre ma décision en septembre. Je me pose des questions, non pas parce que je ne suis pas passionné par ma commune et pas très fier de ce que j'ai fait, mais après 3 mandats, à 53 ans, il faut se poser la question de est-ce qu'on a vocation à faire de la politique encore longtemps, ou est-ce qu'à un moment donné, d'un point de vue professionnel, je ne dois pas aujourd'hui réfléchir. Je vous donne un exemple, j'ai un ami, le président de l'Association nationale des élus du littoral, Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, qui a annoncé en décembre dernier, s'arrêter. Il a à peu près le même âge que moi, parce qu'il va repartir dans une ambition professionnelle. Ça fait partie des interrogations qui sont les miennes. Sincèrement, je vous le dis sincèrement. Vous pensez que votre mission est accomplie alors à Bonifacio ? Alors, je pense que quand on a eu la chance, comme moi, d'investir plus de 150 millions d'euros pour une commune de 3000 habitants, qui me met juste derrière, je le crois, et quand je dis juste derrière, ça veut dire que je colle à des communes comme Bastia, Ajaccio ou Porto Vecchio. Je ne sais pas si on réalise ce que nous sommes en train de faire. J'attends, j'espère sereinement le rapport de la Chambre régionale des comptes qui devrait être définitif au mois d'août. J'ose espérer qu'il viendra confirmer ce que je vous dis, à savoir une commune qui a été capable en 17 ans de multiplier par 5 ou par 10 ses recettes et non pas ses dépenses. Je crois que tout le monde nous reconnaît à Bonifacio 21 d'avoir métamorphosé la ville, petite parenthèse, d'avoir fait des choses très importantes. On va en parler. Qui est très importante et qui aujourd'hui pourrait être un modèle, excusez-moi, peut-être reproductible à l'échelle de la On va en parler dans la deuxième partie. Pour évoquer là maintenant les différents dossiers qui nous préoccupent, on reste toujours bien sûr dans la politique. Alors, 17 mai dernier, les petits patrons de l'extrême sud manifestaient à Porto Vecchio pour faire part de leur inquiétude quant à la situation de leurs entreprises, du PDP et du tourisme. Ils demandaient d'urgence la révision du PADUC et l'assouplissement des règles. Alors, avant de vous faire réagir sur ce point, nous allons regarder le sujet sur ce fameux PADUC. Il a été réalisé par Dominique Moret. Fin novembre, l'Assemblée de Corse a voté la révision partielle du PADUC. 10 ans après l'instauration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, un bilan est effectué. Le rapport est clair. Le PADUC et ou sa non-mise en œuvre n'a pas permis d'enrayer les phénomènes spéculatifs sur les marchés fonciers et immobiliers. Les outils réglementaires du PADUC sont insuffisants pour réguler les dynamiques du marché qui sont à l'œuvre dans ce secteur-là, avec une spéculation foncière immobilière qui continue de s'accentuer. 105 000 hectares d'espaces stratégiques agricoles ont été sacralisés. La carte des ESA est tombée devant le tribunal administratif avant d'être rétablie. L'objectif était de doubler la production agricole et sylvicole à 30 ans. Je vous mets au défi de voir combien d'agriculteurs se sont installés 10 ans après sur ces 105 000 hectares. On peut se demander ce qu'auraient été ces terrains, ces espaces stratégiques agricoles s'il n'y avait pas eu le PADUC. Et je dirais cette volonté politique forte de les protéger. Maintenant, la prochaine étape, c'est au-delà de la sanctuarisation, de la protection de ces terres agricoles, c'est leur réelle mise en production. Et ça, ce sera tout l'enjeu du futur PADUC. Le PADUC est parfois perçu dans l'opinion comme restrictif. Pourtant, lors des contentieux au tribunal administratif, c'est souvent sur la base des lois littorales et montagne que les permis de construire ou les PLU tombent. Un écart existe entre le ressenti et le réel. On confond le millimètre et les kilomètres, c'est-à-dire qu'on a confondu des grandes ordonnations avec des niveaux de détail qui rendent ce document complètement indigeste et hors de portée du concitoyen. Pour l'heure, seule la dimension urbanistique a prévalu. Le volet schéma d'aménagement n'a que peu été activé. Le rapport pointe une absence d'opération d'aménagement dans les secteurs d'enjeux régionaux. Seule l'opération de revitalisation du territoire, portée par la ville de Corté, en lien avec la collectivité et l'État, correspond à ce type de projet, avec une mise en cohérence des investissements de la citadelle à la gare. D'autres investissements d'envergure, comme le téléporté d'Ajaccio, n'entrent pas dans un schéma global. En 2027, le PADUC devra intégrer les dispositions de plusieurs lois, le MEUR, ZAN, Élan, Climat et Résilience. Peut-être de quoi favoriser une régulation plus forte.
Jean-Charles Orsouche, la révision du PADUC, tout le monde ne l'entend pas de la même manière. Certains veulent le rendre beaucoup moins restrictif. Alors vous, qui avez eu quand même le courage de prendre une mesure dans votre commune qu'aucune autre municipalité n'a prise sur les résidences secondaires, comment est-ce que vous voyez cette révision? Il faut le rendre moins restrictif également? Je vous remercie d'avoir dit le courage, parce que c'est vrai que je pense qu'il en faut pour mettre en place la loi Le Meur. Ce que j'observe, c'est que le plan local... On rappelle ce que c'est. Vous avez interdit la construction de résidences secondaires sur le territoire de votre commune. J'entends l'interdire à partir du mois de septembre, lorsque le plan local d'urbanisme de Bonifacio sera définitivement arrêté. Et je le dis aussi avec fierté, c'est que lorsque j'ai mis cette question en débat au sein de mon conseil municipal, toutes tendances confondues, vous savez que c'est mon dada depuis 2008, et j'ai été surpris notamment par les plus libéraux, tous ont validé. Pourquoi? Notre maître mot à Bonifacio 21, et je pense que ça devrait être le maître mot pour la Corse, c'est le mot équilibre. C'est qu'à un moment donné, il ne s'agit pas d'être contre la maison secondaire. Nous, au contraire, on en est fiers et elle nous rapporte et elle nous a apporté une vraie plus-value à la commune de Bonifacio. Mais qu'après, à un moment donné, quand vous arrivez à 60%, jusqu'où on va aller? Si je laisse faire certains qui manifestaient l'autre jour, tant qu'il est possible, on ira à 80, 90, 95%, comme on le connaît dans certaines communes du continent. C'est de la folie. Je vous dis merci pour le mot courage, parce que je pense qu'au minimum, c'est du courage politique. Après, quand certains sont inquiets, on peut toujours se poser des questions, de ne plus travailler, de ne plus avoir de perspective. Je vais y répondre concrètement. Mais ce courage-là, j'aurais aimé, par exemple, qu'il soit salué lorsque je suis allé en commission 7 et PENAF, c'est-à-dire la commission qui gère l'agriculture entre l'État, la région et différentes entités représentées, dont Oulibante et la Chambre d'agriculture régionale. Eux, en votant contre ce plan local d'urbanisme, ils n'ont pas reconnu ce courage. Je le regrette. Je pense que si on veut relever les défis en Corse, il va falloir quand même aider un petit peu des maires comme moi qui prennent un peu leurs responsabilités. Vous pensez que la décision que vous avez prise, elle est applicable à d'autres communes sans doute, mais à l'ensemble de la Corse d'un point de vue régional cette fois-ci? Alors, j'ai une position que j'avais affirmée devant Patrick et que je maintiens, c'est que je pense qu'il faut laisser là les maires prendre la décision. Ou si débat il doit y avoir à l'Assemblée de Corse, on a évoqué le PADUC, petite parenthèse, qu'on arrête de faire croire aux gens aussi, je le dis, je suis maire, je gère la commune de Bonifacio depuis 18 ans, que le PADUC modifié va résoudre tous les problèmes et toutes les ambitions des uns et des autres. Je dis ça parce qu'en réalité, toutes les lois qui existent au sein de cette République suffisent à elles-mêmes à être des freins face aux ambitions que peuvent avoir les gens du BTP. Voilà, je le dis tranquillement. Vous appliquez la loi littorale... Pas forcément partout, quand même. Non, mais après on parle d'un deuxième sujet. C'est comment il est appliqué, comment le contrôle de légalité s'exerce, etc. Je voudrais juste quand même dire un point sur cette manifestation. J'y serais allé volontiers pour soutenir la critique qui est faite à l'encontre de la tarification des transports dans notre île. Ça devient un enfer. Un prix de billet d'avion à 700 €, 900 € au mois de mai en Corse, en avril, excusez-moi, c'est suicidaire. Pour les non-résidents. Pour les non-résidents, pardon. Pour les non-résidents. Là, on a une manifestation d'intérêt contradictoire. Des gens qui sont pour la construction à tout va des résidences et des gens qui sont contre parce qu'ils font concurrence à l'hôtellerie. Non, mais tous ces gens-là manifestent pire, Jean Vitus, pardon. Pas pire que ça. J'ai interpellé une des personnalités les plus marquantes de ce mouvement que vous avez observé, dont j'étais convaincu, militant nationaliste, qui lutte contre l'idée qu'il y a une concurrence déloyale, et je pense qu'il a raison face à l'hôtellerie des maisons secondaires, et qui m'a dit que je n'avais pas pris la bonne décision. Alors là, je vous avoue que les bras m'en sont un peu tombés. C'est pour ça que des fois, je vous dis, en Corse, on est face les uns et les autres à des injonctions contradictoires. Il va falloir qu'on gère tout ça. Mais tout simplement, si on revient à une idée simple, l'équilibre. Moi, je répète, je pense qu'à Bonivade, il fallait mettre en place la loi Le Meur, parce que je suis arrivé à 60% de maisons secondaires. Justement. Et qu'à un moment donné, quand dans mon PLU, il ne me reste plus qu'il y avait 1200 hectares constructibles. J'essaie de donner aux Corses quelques grands chiffres pour qu'ils comprennent. Bonifacio, c'est 14 000 hectares. On avait 1200 hectares constructibles. Les lois de la République m'ont contraint à n'avoir plus que 400 hectares. Dans ces 400 hectares, 350 sont déjà construits. Il reste 50 hectares constructibles. Je me dis, en étant responsable, que ces 50 hectares constructibles, je dois les consacrer au logement permanent, au logement social, à l'hôtellerie. J'ai pas écarté le développement économique, mais qu'à un moment donné, il faut savoir siffler la fin du match. Est-ce que c'est vrai
partout en Corse? Non. Est-ce que l'Assemblée de Corse, pardon, Dielorme, je voudrais juste venir là-dessus pour dire, parce que est-ce que Gilles Simeone ne devrait pas maintenant rapidement? Moi, je pense que oui. J'ai entendu l'argumentaire. Julien Paolini, le président de l'agence de l'urbanisme, a dit qu'il s'inspirerait de ce que vous avez fait à Bonifacio. Mais il doit pas s'inspirer. Écoutez, alors je remercie Julien Paolini, dont j'ai pu apprécier la qualité du travail et le soutien qu'il a apporté, notamment lors de cette commission CTPNAF, à la commune de Bonifacio. Je crois que c'est vrai, et je pense qu'entre guillemets, c'était la moindre des choses d'encourager ce courage politique-là. Petite parenthèse, j'avais eu la discussion avec Gilles Simeone, qui ne m'avait pas contraint, mais m'avait encouragé à aller dans ce sens pour lui faciliter la tâche concernant le soutien au PLU de Bonifacio. Mais là, le PADUC, je pense que la modification, il faudrait la faire maintenant. C'est une majorité territoriale nationaliste qui est aux responsabilités. En réfléchissant au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse à se dire, est-ce qu'on doit l'imposer à toutes les communes? Je vous ai répondu non. Est-ce qu'on doit dire, dans les communes qui n'auraient pas de PLU, où on est à plus de 30% de maisons secondaires, on va imposer une règle? Je pense que là, ça doit être réfléchi et proposé. En se faisant un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas déjà trop tard ce que vous avez adopté, notamment sur la commune de Bonifacio? Vous nous donnez des chiffres, effectivement, qui parlent. Les résidences secondaires, vous le savez... ça veut dire quoi, trop tard? Vous savez ce que je vais vous répondre concrètement. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce que c'est pas facile, finalement, d'interdire les résidences secondaires lorsqu'on est déjà à 60% et lorsque les plus beaux sites, finalement, de la commune sont déjà fortement impactés? Alors, vous avez dit deux contre-vérités, cher Jérôme. D'abord, aujourd'hui, je vous prends un exemple. Speron-Piantarel, c'est aujourd'hui, pour moi, une des plus belles réalisations en termes d'intégration paysagère, architecturale que l'on puisse avoir en Corse en matière de maisons secondaires. Je dis ça parce que, tout simplement, on a des maisons secondaires, on a respecté, on a un golf, et c'est une vraie plus-value pour le territoire de Bonifacio. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. Vous savez la réponse que je vais vous faire. Je pense à mon amie et adjointe Marie-Jo qui m'a dit un jour, tu as vu la communication de Thomas Pesquet lorsqu'il était en orbite, la photo qu'il a prise de la Corse et de quelle commune il s'est inspiré pour dire, regardez comme elle est protégée et comme elle est belle. C'est la commune de Bonifacio. Alors moi je vais vous dire, Dielorme, justement, j'aimerais des fois qu'on nous oublie un peu, à nous bonifaciens. Je pense à ces associations pour l'environnement ou à des gens qui ont passé leur temps à venir à Caval ou à Speron ou à Piantarel et laissant faire sur le reste de notre pourtour de Lyre des choses immondes. Aujourd'hui, moi je vous le dis, sur les 70 km de côte de Bonifacio, sur les 120 si on y ajoute les îles, je pense qu'on est une des communes de Corse les mieux protégées et où encore il y a des espaces magnifiques et exceptionnels, à tel point que je crois bien obtenir rapidement le label Grand Site de France pour une grande partie de mon territoire. Donc premièrement, ce n'est pas trop tard. Premièrement, la commune de Bonifacio est très bien protégée. Elle a été protégée pas seulement par le maire de Bonifacio, je vais être même totalement honnête, peut-être que ce qui s'est passé dans les années 70, 80, et peut-être que le combat de ces militants associatifs a servi la cause de Bonifacio, et je le pense qu'elle a servi la cause de Bonifacio. Mais ce que je leur reproche aujourd'hui, c'est de vouloir toujours aller plus loin, de faire une petite fixation sur ma commune, et ça m'embête un petit peu, et aujourd'hui, au lieu d'encourager la décision qui a été la mienne, parce que non, c'est pas trop tard, je pense qu'aujourd'hui, Bonifacio était la site, et c'est pas pour rien si elle est la capitale touristique de la Corse, si elle reçoit 2 millions de visiteurs, c'est parce qu'elle continue à être belle, et je pense que la décision, il fallait la prendre, et on a le courage. Alors vous en avez pris une autre décision récente, celle-ci, en conseil municipal, c'est une délibération qui vise à récupérer la gestion directe du port de Caval. Elle devrait être effective dans un an, je crois, c'est ce que vous avez décidé. Ce sera c'est plus une délégation, c'est une gestion directe. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors d'abord, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on regarde des fois un peu dans la continuité, et pour ceux qui... Vous m'aviez déjà interrogé en 2008, Jean Vitus, sur ces questions-là. Mais c'était pas encore fait. Et c'était pas encore fait. En réalité, sur Caval, depuis 17 ans, notre équipe, Bonifacio 21, dans sa composition diverse et variée, avait mis en œuvre ce que des nationalistes préconisaient depuis longtemps, à savoir l'interdiction de la construction. D'ailleurs, nous avions voté un PLU à Caval qui interdisait tout. Petite parenthèse, il avait été annulé non pas par les associations, à la demande des associations de l'environnement, mais à la demande de propriétaires de l'île qui n'avaient pas obtenu la constructibilité. Et ils ont malheureusement obtenu gain de cause. La réalité, c'est que dès 2008, avec l'État, qui a été toujours un très grand soutien sur le sujet, avec l'État, on a imposé la station d'épuration payée intégralement par les gens de Caval. Petite parenthèse, je vous signale qu'il était prévu, et ils m'ont écrit en 2008, je rappelle, je vous l'avais dit, et j'ai la copie de la lettre, ils étaient prêts à payer seulement 20% et en plus à obtenir 10 000 mètres
mètres carrés supplémentaires. Ils n'ont pas eu les 10 000 mètres carrés supplémentaires, ils n'ont pas payé 20, ils ont payé 100%. J'essaye à Caval de faire en sorte que cela devienne un quartier de Bonifacio. J'ai essayé en 2008 de récupérer devant les tribunaux la gestion du port, j'ai perdu. Juridiquement, j'ai perdu. Il se trouve que la concession se termine en juin prochain. Et il me semble de bon exercice par rapport à tout ce qu'on a entendu, par rapport à tous les enjeux et à toutes les difficultés que connaît la Corse, que c'est bien que la commune, la collectivité publique reprenne la main de façon pleine et entière sur cet outil, qui est un outil structurant de notre avenir bonifacien. Et je le dis, loi Lemeur, port de Cavallo. Je suis en train, Jean Vitus, vous ne le savez peut-être pas, j'espère réussir. Je me suis immiscé dans la vente du golfe de Spérone pour que la commune puisse, là aussi, préserver cet outil structurant de communal. J'essaye d'être avec les copropriétaires au sein d'ailleurs d'un enjeu juridique très intéressant, soutenu par 2 brillants avocats corses. Ça ne s'est pas fait facilement, cette histoire de Cavallo. Je crois que vous avez reçu des lettres comminatoires, même récemment. On connaît le poids de l'histoire de Caval, avec la présence de la mafia internationale. Jean Vitus, effectivement, que ce soit les copropriétaires de l'île ou les gestionnaires du port, il faut pas dire qu'ils soient très satisfaits de la reprise en main par le port. Alors, pour être totalement honnête et transparent, il se trouve que depuis 17 ans, on a fait la démonstration sur le port de plaisance de Bonifacio qu'on savait gérer. J'ai essayé de les rassurer. On a un vrai savoir-faire. Notre objectif n'est pas de dénaturer le port de Cavallo et l'île. Nous avons là des maisons qui rapportent beaucoup à la commune de Bonifacio. Il s'agit, je le répète, de faire de Cavallo comme de Spérone des quartiers de Bonifacio avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et c'est ça l'objectif. Une démocratisation de l'île de Cavallo, appelée l'île des milliardaires. Hein. Alors, il s'agit tout simplement... Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler une démocratisation, parce que j'entends avoir moins de bateaux. Ouverte. Alors, moins de bateaux, peut-être plus grands, pour apporter, qui créera de l'emploi localement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même, dans la construction des tarifs qui étaient pratiqués sur Caval, qu'on ne souhaitait pas avoir beaucoup de monde. Nous, on va essayer d'être dans un point d'équilibre. Petite parenthèse, d'ailleurs, la philosophie qui va être la nôtre, est la même que celle qui prévaut aujourd'hui sur l'île Lavede, c'est-à-dire assurer un maintien de l'ambition environnementale et arriver à un juste équilibre. Et c'est vrai que si des gens veulent aller dans un restaurant, dans un hôtel à Caval, il va falloir qu'ils puissent aller dans un restaurant, dans un hôtel, qu'ils puissent aller aussi sur des plages de façon mesurée, pensée, et c'est celle-là notre objectif. À ce moment-là, comment explique-t-on que la reprise en main de Cavallo ait mis autant de temps ? Parce que, Jean Vitus, parce qu'il y avait une concession. Évidemment, il y avait une concession, mais bien au-delà de ça, les pressions vont bien au-delà de ça aussi. Oui. Comment se fait-il... Très vite, parce qu'on parlera de la mafia. Oui. Ben, écoutez, je ne sais pas s'il faut y voir une transition. Ouais. Je pense aujourd'hui qu'il faut tout simplement qu'il y ait une volonté politique communale forte et claire, et c'est le cas, que j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur les services de l'État, et je peux m'appuyer sur les services de l'État. Mais vous l'aviez, cette volonté, mais justement, ça a mis du temps. Non, mais ça a mis du temps, mais on a réussi. Je vous ai dit la station d'épuration, aujourd'hui la reprise du port de Caval, je répète, c'est toute cette histoire d'équilibre. Je répète, il ne s'agit pas de diaboliser qui que ce soit. Moi, les gens de Caval, aujourd'hui, j'en connais bon nombre. Ce sont des gens, je ne vais pas dire comme vous et moi, parce que ce n'est pas vraiment le mot qui me vient à l'esprit, mais ce sont des citoyens qui ont envie d'avoir une maison secondaire sur l'île. Il n'y a pas de souci. Ils ne votent pas. Je ne crois pas qu'il y ait un seul électeur sur l'île de Caval. De mémoire, je vous dirais ça. À Spérone, il doit en avoir 4 ou 5, et à Caval, je crois qu'il y en a pas. Parlant aussi sur la situation... Il nous reste 3 minutes d'émission. On évoque le problème de la mafia. Aujourd'hui, il n'est pas à Caval, il est partout en Corse. On a encore vu ces jours-ci avec les incendies de bateaux du côté de Cadvis cette fois. Le 7 mars, il y a eu cette manifestation à Ajaccio. Je ne sais pas, vous étiez présent Non, je n'étais pas présent. Pour quelle raison? C'est par obligation ou alors c'est un choix? C'est un choix. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Écoutez, j'ai rarement pour habitude d'aller à un endroit où je ne suis pas invité, et ou encore pire, où lorsque... Il n'y a pas besoin d'invitation pour une manifestation. Non, mais comme ça. Le problème, c'est que c'est pour ça que je voulais aller jusqu'au bout de mon propos. C'est que, 1, j'étais pas invité, et 2, vraisemblablement, on fait des élus de la Corse, pas l'alpha et l'oméga, mais quand même, ils sont très souvent pointés du doigt comme les responsables de cette situation. Moi, j'estime que les élus de la Corse, alors, un peu comme chez les journalistes, il y a sûrement des gens qui sont pas respectables, mais c'est vrai chez les journalistes, chez les avocats, chez les élus, mais il y a une grande partie des élus de la Corse qui sont des gens totalement respectables. Et
je pense qu'à force de dire qu'on est tous pourris, vous savez, ça me rappelle cette logique. Non, mais est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? Comment? Est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? Quand on voit ce débat à l'Assemblée de Corse, on peut quand même se demander. C'est pas question de voir d'une complicité avec les mafieux, c'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'il y a un manque de courage politique quand même, Jean Vitus, hein, même sans aller jusque-là, c'est vrai que prennent-ils leurs responsabilités? Écoutez, moi, on vient d'évoquer 2-3 sujets. J'essaye modestement de les prendre. Mais je vous dis, je me sens aujourd'hui épaulé par l'État. Et c'est vrai que malgré tout, on va se dire les choses. C'est à l'État, dans sa mission régalienne de police et de justice, d'être particulièrement performant sur le sujet. Est-ce que c'est une nouveauté en Corse? Non, vous avez évoqué 50 ans. On pourrait même, d'après les historiens corses, on peut même remonter à 200 ans sur la violence qui existe sur cette île. Je crois que ce qui est beaucoup plus prégnant et inquiétant sur cette île, c'est la drogue qui aujourd'hui circule comme sur l'ensemble du territoire national. Lié à la mafia. Voilà, lié à la mafia. Aujourd'hui, il faut que la puissance publique, et c'est vrai que les élus prennent leur part du chemin. Il faut que dans des secteurs clés, il faut que sur les marchés publics, on soit davantage vigilant. Il faut que sur les ports et les aéroports, là où peut arriver cette drogue, il faut qu'on soit davantage présent en police et en justice. Il faut être intransigeant, voilà, sur toutes ces choses-là. C'est évident qu'aujourd'hui, en Corse, comme partout sur le territoire national, il faut combattre la criminalité organisée. Très vite, dernière question. Je voulais juste poser une question sur les récents incendies de bateaux de promenade en mer. Il y en a eu à Saint-Florent, il y en a eu ces dernières nuits à Calvi et à Ajaccio. On sait que c'est parti il y a quelques années aussi de Bonifacio. Il y a eu même des drames. Que vous inspire cette situation? J'ai 30 secondes. J'ai 30 secondes pour vous dire que j'espère que c'est derrière nous, mais je suis quand même inquiet, y compris à Bonifacio. Inquiet pourquoi? Parce que dans des discussions que j'ai eues avec des préfets, vraisemblablement, la problématique des transports maritimes sur l'ensemble de l'île est un problème qui existe partout. Là encore, c'est peut-être la transition et la conclusion. Il faut que la puissance publique s'immisce au sein de ces éléments. J'ai parlé marché public, j'ai parlé urbanisme, je pourrais parler transport maritime et vous dire qu'il faut que l'État, la collectivité de Corse et les mairies soient partie prenante pour qu'il y ait une gestion positive de ces entreprises. Eh bien, ce sera la conclusion de l'émission. Merci Jean-Charles Orsucci de votre participation. Messieurs, merci également. C'est le dernier Contrasto de la saison. L'émission reprendra en septembre. Intanto, passatevi una buona estate e una buona seradina. Buonasera.